je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va pas partir en trek, simplement comme je vous l'avais promis dans la première vidéo, je crois que j'avais faite, nous allons aborder aujourd'hui le sujet du matériel, ce que j'emporte à chaque fois que je pars en bivouac. C'est une configuration type. Le matériel que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le matériel de base et bien entendu, il évolue en fonction de la difficulté du parcours, de la durée du trek ainsi que essentiellement la météo. Voilà. Dans la nature, lorsqu'on part dans la nature, il y a plusieurs règles à se souvenir absolument. Il y a la règle des 3 qu'on abordera dans une prochaine vidéo. La règle des 5 C également, qui est très très importante, car comme disait toujours mon grand-père, la nature n'est pas dangereuse, mais elle est impitoyable. Il faut donc toujours se préparer un maximum. La règle des 5 C, c'est quoi? Les 5 C correspondent à la première lettre de 5 mots qui doivent toujours être à l'esprit lorsqu'on prépare son bivouac. Le premier, c'est le contenant, c'est-à-dire le sac à dos qui va vous permettre d'emporter votre matériel. Le deuxième, c'est le coupant, c'est-à-dire les outils qui vont vous servir à fabriquer soit des outils en bois, soit du bâtonnage pour faire votre feu, etc. Couper des cordes, etc. Ensuite, on a la corde, justement. Très important, c'est un outil qui nous sert absolument pour tout. Elle doit être fine, légère et costaude. Pour ma part, j'utilise la paracorde, mais on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez le couvrant. Le couvrant, c'est ce qui va vous servir à passer la nuit au mieux. Dans mon cas, j'utilise un tarp et un hamac. Voilà, le couvrant. Et enfin, nous avons la combustion, c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre de faire du feu et ainsi vous réchauffer, faire bouillir de l'eau, faire à manger, éloigner éventuellement les animaux que vous pouvez rencontrer le soir autour du bivouac. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On commence donc par le premier mot, le contenant, c'est-à-dire mon sac à dos. Donc moi, j'ai choisi un sac à dos d'une capacité de 70 litres, c'est-à-dire qui me permet d'emmener à peu près tout ce que j'ai besoin. Enfin, c'est pas à peu près, il me permet d'emmener tout ce que j'ai besoin, même lorsque je pars sur des treks plus longs ou avec des météos plus capricieuses et que j'ai besoin d'emporter des vêtements chauds ou plus de nourriture ou plus d'eau. Voilà, il existe énormément de modèles sur Internet. Je ne vais pas vous conseiller plus un sac qu'un autre. Moi, celui-ci m'intéressait parce qu'il est relativement simple. Une poche sur le devant, 2 sur le côté qui permettent de garder, de stocker les poches à eau, pardon. 2 poches dans la capuche. Voilà, c'est assez simple. Il est costaud. Moi, ça fait un moment que j'utilise et il va très bien. Les bretelles sont réglables. Et surtout pour le confort, il doit être renforcé dans le dos. Bretelles réglables, ceinture réglable, parce que vous n'allez pas faire les mêmes réglages lorsque vous marchez sur du plat, où là, le poids est plutôt réparti sur les hanches, c'est-à-dire qu'on resserre la ceinture abdominale et on détend les bretelles. Et quand on monte, on fait l'inverse, pour pouvoir avoir le poids sur les épaules, on resserre les bretelles et on relâche un petit peu la ceinture, le réglage de la ceinture abdominale. Voilà, donc c'est important qu'il ait tous ces réglages. Celui-ci, il est perlant, c'est-à-dire que l'eau, alors il ne faut pas que ça soit des grosses pluies, mais l'eau glisse dessus si c'est des petites pluies. Ça m'avait vraiment paru intéressant. Et avec, il a bien entendu, comme tout sac qui se respecte, un sursac qui permet, avec lequel on habille le sac à dos et qui permet là véritablement de protéger les affaires en cas de grosse pluie. Voilà, pour moi il est costaud, il me va très bien. C'est un sac de la marque Gregory, il fait 70 litres. Voilà, des attaches un peu de partout, des fermetures. Il reste relativement simple. Et moi, j'ai rajouté des petits mousquetons ultra légers. Car on peut toujours en avoir besoin un petit peu tout le temps et partout. Voilà. Concernant les habits maintenant, c'est très très important d'être confortable, d'être bien, d'avoir des vêtements respirants pour évacuer la transpiration, mais en même temps qui sèchent vite et qui tiennent chaud. Là encore, c'est très compliqué de faire son choix parce qu'il y a énormément de choses dans le commerce, de tout et aussi parfois de n'importe quoi. Pour ma part, j'ai choisi cette configuration-là, c'est-à-dire que sur le pantalon, je suis parti sur un pantalon modulable. Avant, j'avais un pantalon kaki, mais les jambes ne s'enlevaient pas. Et quand il faisait très chaud, j'avais vraiment chaud. Donc j'ai changé. Là, c'est un Quechua que j'ai acheté à Decathlon. Vous retrouvez toutes les caractéristiques des objets que je vais vous présenter aujourd'hui dans la description de la vidéo.
Voilà, aujourd'hui j'ai choisi ce pantalon, poche cargo très important, parce que moi quand je me déplace, je ramasse toujours soit de l'herbe, soit du bois sec, soit les plantes qui sont comestibles, enfin en tout cas que je connais, ou les fruits, et je les stocke dans mes poches. Donc poche cargo très important le long de la cuisse sur le pantalon, et donc il est modulable, c'est-à-dire quand j'ai très chaud, je peux enlever et il se transforme en short. Voilà. Cette matière est assez souple, elle est respirante et elle sèche très vite. C'est vraiment très 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 agréable de marcher avec ça. En haut, j'ai opté pour un haut pareil en laine mérinos, très respirant. On voit à travers, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je l'ai choisi volontairement à manches longues parce qu'il est plus simple quand on a chaud de relever les manches plutôt que quand on a froid d'en coudre pour être couvert sur les bras. Donc j'ai pris un manche long qui me permet de faire plusieurs saisons. Et pareil, très respirant, sèche très vite, laisse évacuer la transpiration. Et ça, c'est vraiment le top. Ensuite, pour les petits coups de froid, j'ai une veste qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est celle de mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a tout appris sur la nature, en tout cas beaucoup de choses. Et quand il est décédé, il m'a offert cette veste et je la garde avec moi. Elle me tient très chaud, elle est très agréable le soir lorsque je fais les veillées. Elle est vraiment au top. Donc ça, c'est ce que je porte sur moi. Et dans mon sac à dos, je mets plusieurs choses. Donc toujours emballé dans des sacs imperméables de manière à ce que ça ne prenne pas la pluie parce que notre pire ennemi c'est l'humidité lorsque nous sommes dans la nature. Si nous sommes mouillés avec nos affaires qu'on a sur nous et qu'on doit se changer, il faut absolument que nos affaires soient sèches. Donc en t-shirt de remplacement, j'ai un t-shirt kaki classique qui est en coton. Voilà, camouflage, très basique, 5 €, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai repris un en laine mérinos. Pareil, respirant, très vite sec et avec un col au cas où le soir j'ai un peu froid. Voilà. Et après, en vêtements de remplacement, pareil, très très important d'avoir des vêtements au sec, donc toujours dans des sacs imperméables. Voilà. Et là, c'est plutôt les sous-vêtements. Donc j'ai des chaussettes de randonnée, pareil en mérinos avec des renforts sur les frottements pour éviter les ampoules. Ça, c'est super important. Il faut vraiment que vous privilégiez les chaussettes et les chaussures parce que vos pieds, c'est tout. Si vous êtes blessé aux pieds, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous ne pourrez plus avancer. Donc les pieds, voilà, on se blesse à une main. On peut quand même arriver à bricoler, à passer un appel de secours, à faire quelque chose. On se blesse aux pieds, on ne peut plus avancer. Et là, c'est fini. Donc j'ai une paire de chaussettes de randonnée renforcées. Et j'ai aussi une grosse paire de chaussettes qu'on connaît tous de ma grand-mère en laine qui me permet d'avoir bien chaud le soir dans le duvet. Ensuite, j'ai pris un collant que j'utilise la nuit dans mon hamac. Voilà, c'est un collant Décathlon aussi qui va très bien. Un tour de cou qui a plusieurs configurations. On peut le mettre soit en tour de cou, soit en cagoule. Et enfin, un bonnet de manière à se couvrir de partout. Il faut savoir que l'on transpire ou que l'on ait froid, la chaleur s'évapore en premier par le haut, c'est-à-dire par la tête. Donc, même si on a chaud, il faut toujours avoir une casquette, un chapeau, quelque chose comme ça pour ralentir un petit peu l'effet de refroidissement. Et pareil, lorsqu'on a froid, pour garder la température de notre corps et la chaleur, il vaut mieux se couvrir la tête et les extrémités, mais la tête en priorité. Pour en finir avec les vêtements, j'utilise un kawaii. Vous voyez, qui ne prend pas de place, qui est super léger, qui tient dans la main, qui va me permettre de m'abriter de la pluie. Et bien entendu, l'indémodable poncho, pareil, qui tient dans la main, super léger. Alors le poncho, étant donné que le sac a une protection et que moi j'ai mon kawaii, il me sert essentiellement en tapis de sol sous mon hamac pour s'asseoir quand c'est humide et qu'on veut s'asseoir au coin du feu. Voilà, pour Pepsi, quand elle veut dormir, elle adore dormir sur mon poncho sous le hamac. Voilà, je m'en sers beaucoup plus en tapis pour poser mes fesses ou mes pieds lorsque j'ai quitté mes chaussures et que je veux rentrer dans le hamac ou le matin quand je me réveille, je descends du hamac, je peux poser mes pieds sur le poncho qui est sec et à l'abri. Voilà. Voilà pour les vêtements, on a fait le tour. Si vous avez des questions, ça sera en commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas, j'espère que je suis clair. Et maintenant, on va passer à la deuxième règle des 5C, c'est-à-dire les coupants.
La partie coupant est très importante puisque c'est ça, avec ça que vous allez pouvoir construire des abris, des outils et des choses qui vont pouvoir vous permettre de vous en sortir un peu mieux dans la nature. Donc il ne faut pas hésiter à prendre de la qualité. C'est un petit peu comme les chaussettes et les chaussures. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, sur lequel il ne faut pas lésiner. Donc moi j'utilise essentiellement 3 outils. 3 coupants. Bien sûr, j'ai une scie pliable, j'ai une hachette, j'ai pas mal de choses, mais pour l'instant, cette configuration-là me va bien, en sachant que c'est pas très lourd et qu'il ne faut pas que vous oubliez que votre plus gros ennemi lorsque vous faites votre sac, c'est le poids. Et donc, il faut toujours utiliser du matériel le plus léger possible. Alors, bien sûr, ça a un coût, mais voilà, on essaye toujours de s'alléger. Et moi, cette configuration-là de coupant me va très bien. Chacun a ses habitudes. Il y en a qui préfèrent travailler avec la hachette, il y en a qui préfèrent travailler avec la scie. Moi, j'utilise ces 3-là. Alors, pour commencer, à la ceinture, j'ai déjà 2 coupants tout le temps sur moi. Le premier, c'est un petit couteau pliable, multifonction. Voilà, acheté dans un magasin de bricolage. Il a plusieurs fonctions. Il a pas mal de petites fonctions, il est vraiment costaud. Quand on le tient dans la main, on sent le poids, on sent qu'il est costaud. Et ce qui m'a déterminé à le choisir, c'est que vous avez dedans une pince à tic. Voilà. Et les tics, chaque randonnée, enfin moi je suis pas très sujet à ça, mais voilà, si jamais j'en attrape, j'ai mon couteau à la ceinture et j'ai une pince à tic dedans, comme ça je peux intervenir très rapidement pour pouvoir l'enlever. Et puis il a plein d'autres petites fonctions assez sympas. Il paraît super costaud, je ne l'ai encore pas affûté. Il coupe vraiment très fort. Et voilà, il est vraiment très bien. C'est Soloniac qui fait ça. Voilà, c'est vraiment top avec le petit étui. Donc ça c'est plus pour les petits travaux de finition. Voilà. Ouvrir quelque chose, couper de la corde. Voilà. Pour les travaux un peu plus gros, notamment le bâtonnage, je me sers de ce couteau. Qui est vraiment sympa aussi, qui est bien équilibré, qu'on tient bien en main grâce à la poignée et qui va très bien. Alors là on sent que la lame, pareil au pot on sent que c'est de la qualité. La lame est un peu plus fragile que le petit couteau parce que je l'ai déjà affûté, mais ça avec l'épaisseur qu'elle a là et l'encoche qui est ici permet de bâtonner vraiment bien, vraiment précisément. Donc ça me va super bien. Et ça c'est pareil, il fait à peu près 20 cm là la main. Ça c'est pareil, je le garde tout le temps à la ceinture. Et pour les travaux un peu plus importants, un peu plus gros, comme la coupe de bois mort ou ces choses-là, j'utilise un coupe-coupe qui est attaché à mon sac à dos. Voilà, alors j'ai pris de la qualité, c'est de la marque Bambou, une lame très épaisse, très grande, une bonne prise en main. Et ça, voilà, pour tailler les petits arbres et faire limite du bûcheronnage, ça va très bien. Ma petite hachette, je l'ai cassée, je l'adorais, c'était celle de mon grand-père. Et donc, je suis pas reparti sur une hachette. Je suis reparti sur ça, j'ai voulu essayer et je suis vraiment pas déçu. Et ça, pour le coup, je l'attache à mon sac à dos, donc à l'extérieur, très vite accessible. Voilà pour les coupants, les amis. On poursuit. On va regarder maintenant tout ce qui est cordes et couvrants pour monter le bivouac. Alors, dans les 5C, nous avons donc ensuite les cordes. J'utilise de la paracorde. Qui me paraît vraiment au top. Moi j'adore utiliser ça. C'est très léger, c'est très costaud. Dedans il y a 7 brins qui résistent chacun à 25 kg. Donc ça fait plus de 200 kg de force sur une corde qui est relativement fine et légère. Voilà, je l'utilise depuis pas mal de temps et je pense que je ne changerai pas parce que j'en suis vraiment content. Il y a 2 coloris. J'avais acheté d'abord du noir. Et puis l'orange me paraît pas mal. Lorsque la nuit on doit se lever, on voit dans la nuit les cordages qui tiennent le tarp notamment, et ça évite bien de se prendre les pieds dedans. Donc voilà, j'ai deux configurations, noir et orange. En général la fêtière je la fais en noir et le orange pour les côtés. Là j'ai à peu près, je dois avoir plus de 20 mètres de corde pour un poids de à peine 200 grammes. Donc costaud, léger. Les nœuds se font bien avec, c'est vraiment sympa à utiliser. En ce qui concerne les couvrants, donc c'est-à-dire le bivouac, ça c'est mon tarp. Donc moi j'utilise un tarp rectangulaire de 3 mètres par 3 avec 18 œillets, ce qui me permet pas mal de configurations différentes dans le montage de mon bivouac, même si j'en utilise une principalement que vous avez vu dans la vidéo. Voilà, je peux, en fonction des situations, en monter d'autres. Et plus vous avez des œillets à votre tarp, et plus vous pouvez changer
la configuration de votre bivouac. Donc ça, c'est mon tarp. Pareil, très léger, tient dans la main. C'est indispensable à chaque fois de prendre vraiment du matériel un peu plus cher, mais de qualité et léger. Encore une fois, toujours ce problème de poids dans le sac. Ensuite, mon hamac de la marque Nature Fun. C'est un hamac en toile de parachute. Ça vaut une trentaine d'euros et il est super intéressant parce qu'il a une moustiquaire. Et ça, c'est vraiment top, ça m'a changé la vie. C'est fini d'être embêté, même quand je dors au bord de l'eau. Alors, je vais jamais très proche de l'eau parce que voilà, il y a des moustiques, il y a de l'humidité, il y a les animaux qui viennent boire. Donc, quand je trouve un cours d'eau ou un plan d'eau, j'essaie toujours de m'éloigner au moins de 100 mètres. Mais voilà, avec ça, c'est vraiment super sympa. Plus de bestioles la nuit, plus embêté. C'est en toile de parachute, il résiste à 300 kg, donc j'ai encore un petit peu de marge. Et voilà, super sympa, une trentaine d'euros sur Amazon, donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai un duvet. Alors ça, c'est mon duvet, pareil, petit poids, gros prix. C'est déjà autre chose, super léger. C'est un 3 saisons, zone de confort 7 degrés, température de confort, pardon, 7 degrés, température extrême, -2. Donc c'est ce qu'on appelle un 3 saisons. Il va falloir bien entendu que cet hiver, j'investisse dans un truc en plume, parce que ça c'est en synthétique, c'est bien, ça tient chaud, mais ça a ses limites. Ensuite, j'utilise pour ranger mes affaires un hamac filet. Alors ça c'est le top, ça vous permet de garder vos affaires en dehors du sol, en dehors de l'humidité. Voilà. Super pratique pour poser les vêtements le soir, pour poser le sac, pour poser la popote. C'est tendu entre les deux arbres en dessous de mon hamac moustiquaire. Et ça, c'est vraiment bien pour conserver ses affaires à l'abri de l'humidité et protégées. Et enfin, pour les nuits un petit peu plus froides, ça c'est ma petite recette magique. C'était ma grand-mère qui m'avait donné l'astuce. C'est ce qu'on appelle un drap de soie. En général, je le mets autour de moi, je l'enfile d'abord et puis je me mets dans le duvet ensuite. Ça me permet de dormir dans de la soie, quand même, s'il vous plaît. Hein, en plein milieu de la nature, j'arrive à dormir dans de la soie, dans des draps de soie. Voilà. Et surtout, ça permet de garder la chaleur et de sauver, d'empêcher l'humidité de rentrer dans le hamac. Donc ça, vraiment top. Je le conseille à tout le monde, ça marche du tonnerre, ça va vraiment bien. Le dernier essai que nous allons voir tout de suite, c'est donc l'outil de combustion. Comprenez un moyen de faire un feu, d'allumer un feu. Et donc moi j'utilise ce petite sacoche qui est super pratique parce qu'elle se fixe je la fixe à la bretelle du sac à dos. Et du coup je peux faire un feu en toute occasion. Alors c'est plus que simplement pour allumer le feu puisque dedans j'ai mis 2-3 outils. Mais voilà, si je suis en galère, ça m'évite de devoir ouvrir mon sac et sortir toutes mes affaires. Voilà, on peut le fixer à la bretelle du sac, c'est vraiment pratique, c'est pas très lourd. Et ça me permet d'avoir tous mes outils en cas de galère à portée de main. Donc au niveau du feu, moi j'utilise très souvent un Fire Steel. Ça a l'avantage de faire du feu même quand il pleut. Pas de gaz, hein, vous connaissez le principe, on frotte. Et c'est des étincelles qui vont allumer notre feu. Donc ça, moi je suis vraiment friand de ça. Il y a d'autres techniques, mais qui sont plus souvent soumises à la météo. Ça permet vraiment d'allumer un feu dans toute occasion. J'ai une pince qui se range et qui me sert, voilà, pince avec multi-outils. Voilà. Et à l'intérieur, eh ben, j'emmène avec moi des bougies, un briquet que je garde au chaud, du coton et de quoi allumer le feu assez rapidement. La petite astuce sur le briquet, c'est que j'ai mis un colson tout autour et qui passe sous la gâchette rouge, et ce qui permet d'éviter que le briquet se vide lorsqu'il est dans le sac. Ça, très utile. Voilà, du coton, quelques petits trucs comme ça, de quoi aiguiser mon couteau, enfin vous voyez, un peu de corde, voilà, un miroir de secours, des pastilles pour purifier l'eau si jamais j'en ai besoin, de la corde, du scotch, du tape duck et du tape, pardon, et voilà un petit peu ma caisse à outils, très pratique et surtout très accessible puisqu'elle est fixée au sac à dos. Puisqu'on parle du feu, eh ben, on va parler de la manière de faire la popote. Donc là, j'ai mon petit poêle à bois que je ne changerai pour rien au monde. Il est démontable, il tient dans la main. Il est fabriqué en plusieurs parties, il a un super tirage
Il est vraiment sympa. Voilà, on le monte, ça prend pas de place, ça tire comme de rien. Et surtout, on utilise des brindilles. Donc ça permet quand même de gagner beaucoup de temps quand ça m'arrive régulièrement que je pars le soir en fin d'après-midi et que je dois rentrer le lendemain pour le travail, ou plutôt que faire du bâtonnage, construire un foyer, creuser, trouver des cailloux et tout ça. Avec ça, ça me permet de faire un feu rapidement puisque j'utilise des brindilles, ça chauffe très vite et ça tire très bien. Et voilà, je gagne un temps fou et ça chauffe, mine de rien, et c'est léger. Donc ça c'est très bien. Et ensuite ma popote. Donc mon sac à popote avec du thé, du café et du sucre emballé dans des sacs étanches. Et une petite popote. Moi, ça me suffit pour moi tout seul. Il n'y a pas besoin de plus. Donc j'ai un couvercle avec une cuillère, une poêle, une casserole. Voilà, ça va très bien. C'est pareil, c'est léger, ça tient dans la main et ça va très bien. Alors, on continue avec le matériel indispensable et on va aborder le sujet de l'eau, qui est un élément vital pour chaque sortie, au même titre que l'hypothermie, qui est très très dangereuse. Le manque d'eau peut très vite transformer votre sortie en galère. Voilà, donc ça c'est un sujet important qui fait partie de la règle des 3, qu'on abordera plus tard, je vous l'ai dit. Donc concernant l'eau, moi j'utilise une gourde de l'armée. Voilà, en général je la mets dans mon sac à dos et je ne la remplis pas. Je la remplis sur place. Et l'avantage de la gourde à l'armée, c'est qu'elle a un quart de 500 ml qui me permet de boire mes boissons chaudes, mes boissons froides, mon café, tout ça. Voilà, donc ça en général, je le mets dans le sac à dos, vide, et je la remplis sur place, je l'utilise. Ça me permet d'éviter d'enlever une poche à eau. Alors celle-ci, elle fait 2 litres. En général, je prends 1,5 litre. Elle est fixée dans la poche extérieure du sac à dos avec le tuyau qui me permet de boire en marchant. Le tuyau est branché sur la bretelle du sac à droite et ça me permet de boire en marchant sans avoir à m'arrêter, à poser mon sac ou quoi que ce soit. Mais au bivouac, c'est un petit peu chiant de l'enlever et de la remettre à chaque fois. C'est pour ça qu'une fois arrivé au bivouac, j'utilise la gourde de l'armée. Voilà, en ce qui concerne l'eau et son transport. L'eau, c'est un sujet assez délicat puisque ça pèse très vite. Plus on en prend, plus ça fait du poids. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but du jeu, c'est de partir le plus léger possible. Donc là, il faut vraiment trouver une balance entre emmener suffisamment d'eau avec soi, être sûr de pouvoir en trouver sur place, savoir comment faire pour traiter l'eau qu'on pourrait éventuellement trouver sur place. Enfin voilà, ça c'est un sujet très important, on y reviendra certainement dans une autre vidéo. Ensuite, et pour finir sur la première partie du matériel indispensable, bien entendu, la trousse de secours, absolument incontournable, toujours en avoir une sur soi avec des médicaments et des choses qui sont encore bonnes. Voilà, chacun compose sa trousse comme il le souhaite, comme il l'entend. Cependant, il y a quand même des choses qui reviennent assez fréquemment pour tout le monde, c'est-à-dire les compresses, de l'éosine, des gants pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que j'ai mis? Du gel hydroalcoolique. En cette période, ça me paraissait pas mal de le mettre. J'ai du Gaviscon, j'ai des pommades pour calmer les piqûres, j'ai des efferalgan qui se boit sans eau. Enfin voilà, pas mal de choses. Encore une pince à tique, des pinces à écharde, voilà, plein de choses, du coton, voilà, plein de choses. Chacun la compose comme il veut, en fonction de ses envies, de ses besoins. Mais bien penser à vérifier régulièrement que tout est encore stérile et que la date n'est pas passée. Voilà, donc ça c'est la trousse de secours. Si vous le demandez, un jour on fera une vidéo en détail sur ce que moi je mets dans ma trousse à moi. Pour compléter ça, bien entendu, un aspi-venin, voilà, très pratique, très utile. Ça marche vraiment bien et ça peut permettre de ralentir les effets d'une morsure d'un animal vénéneux. Donc c'est très important. Et enfin, la couverture survie. Pareil, alors moi je l'ai mise dans un sac étanche parce que je m'en servirai si jamais un jour il y a un accident pour pouvoir réchauffer la victime, moi-même ou quelqu'un que je pourrais rencontrer ou qui serait venu avec moi. Mais je m'en sers également dans le hamac. C'est-à-dire que sur les endroits très très humides, jusqu'à présent, je mettais la veste de mon grand-père que je vous ai montré tout à l'heure sous les reins pour éviter que l'humidité remonte par-dessous le hamac. Mais je me suis aperçu que comme le hamac n'est pas plat quand on dort, la veste au fil de la nuit descend et mes reins ne sont plus protégés de l'humidité. Donc
très souvent j'utilise cette couverture qui n'est pas une couverture en fait, qui est un duvet et dans lequel j'enfile mon propre duvet. Voilà, donc ça me permet de me protéger de l'humidité beaucoup mieux. Le seul inconvénient de la couverture survie, c'est que ça fait du bruit quand on bouge la nuit. Voilà. Mais a priori, dans un hamac, on bouge pas beaucoup. Voilà. Enfin, pour terminer ce petit tuto, je vais vous montrer ce que j'appelle le matériel secondaire, c'est-à-dire c'est des petites bricoles que j'emmène pour faciliter mon bivouac, mon trek, que je mets tout dans un sac. Voilà, alors celui-ci il n'est pas imperméable, mais c'est du matériel qui craint moins. Donc s'il prend l'eau, je le fais sécher et c'est moins grave. Donc dans ce sac, j'y mets tout d'abord une petite trousse de pêche avec des hameçons, une ligne, des vers de terre en plastique, des leurres en plastique, des bouchons. Voilà ce qui me permet éventuellement de me fabriquer une canne à pêche et de pêcher si jamais je suis à court de nourriture. Avec ça, j'ai également une petite pochette de couture. Très important, très utile, c'est léger. Regardez les deux, ça prend pas de place. C'est super léger. Et c'est très important parce que si le bouton du pantalon lâche pendant que vous êtes en train de marcher, ça va vite se transformer en galère. Donc c'est quand même sympa d'avoir une petite trousse de couture sur soi pour faire des petites bricoles de réparation. Deux petits bouts de corde, on ne sait jamais. C'est des cordes de tente, vous savez, qui sont livrées avec les sardines. J'en ai pris deux bouts, je les mets dans mon sac, on ne sait jamais, au cas où. Mes outils de sculpture bois. J'ai trois outils très coupants qui m'ont permis notamment de construire la cuillère en bois et qui vont me permettre aussi de sculpter d'autres choses la prochaine fois dès que j'aurai un peu de temps et que je partirai un peu plus longtemps. Je vais essayer de me faire une fourchette. Voilà, là j'ai pu me faire une cuillère, la voici, que j'utilise en permanence maintenant. Je ne prends même plus de couverts en métal de l'armée et tout. J'utilise cette petite cuillère qui est très pratique, qui ne prend pas de place. Et je l'ai taillée grâce à ces outils de menuisier. J'emmène des mouchoirs. Au cas où, bien entendu, sac poubelle, super important. Ça évite de laisser des traces et des déchets sur place, parce qu'il faut toujours nettoyer notre forêt et notre emplacement avant de partir. Hors de question de laisser des déchets. Encore deux petits rouleaux de duct tape, au cas où. Du savon d'Alep. Pour moi, c'est le top du top, ça permet de faire la vaisselle, ça permet de faire sa toilette. Le savon d'Alep est considéré comme le plus vieux savon au monde. Il a été fabriqué en Syrie il y a plus de 3000 ans. Et il a beaucoup de pouvoir. Déjà, il est bio. Et il a beaucoup de pouvoir, notamment de désinfectant. Il mousse très peu, ce qui permet d'éviter de polluer la rivière si vous êtes en train de faire votre vaisselle. Il mousse très peu, mais voilà, il a plein de pouvoirs, désinfectants, des problèmes de peau, tout ça. Il lave très bien. C'est vraiment un super savon, je le conseille à tout le monde. Donc moi, j'utilise ça. Mon petit harmonica, je débute, mais je m'entraîne régulièrement. Donc j'espère un jour pouvoir faire un petit concert en nocturne dans les bois, mais j'en suis loin. Voilà, il va falloir encore beaucoup d'entraînement. Ça, c'est le top, j'en ai deux. Ce sont des chaufferettes. Des chaufferettes de la marque Zippo, qu'on remplit avec de l'essence à Zippo, tout simplement, qu'on achète en bureau de tabac. Et ces chaufferettes, elles sont légères et elles sont vraiment, vraiment efficaces. J'en ai essayé beaucoup, j'en ai essayé en gel, qui chauffe pas au top et qui dure 2 ou 3 heures à tout casser. Celle-ci, elle chauffe vraiment bien. Vous voyez, j'en ai deux, il faut les garder dans les étuis. Elles chauffent vraiment bien et elles tiennent entre 10 et 12 heures. Donc quand on a des nuits un peu fraîches, quand on a de l'humidité dans le hamac et dans le duvet, ces deux chaufferettes, même l'été, je les prends avec moi parce que même l'été, les nuits peuvent être fraîches dans les bois, surtout si on dort à côté d'endroits comme des rivières ou des lacs et des plans d'eau, ce que je recherche moi régulièrement pour pouvoir avoir de l'eau à volonté. Donc ça, je m'en sers même l'été, c'est vraiment le top, ça garde le duvet au chaud, donc avec l'essence qu'on achète en bureau de tabac. Et enfin, ma petite pompe filtrante, qui me permet d'utiliser l'eau que je trouve sur place sans avoir à utiliser des pastilles qui sont super bien, ces pastilles, mais qui donnent à l'eau un peu le goût de l'eau de piscine. Donc c'est pas super top à boire, ça peut dépanner, mais c'est pas top. Chauffer, moi quand je chauffe l'eau, quand je monte l'eau à ébullition, j'aime bien le faire 2 fois. Si je suis tout seul, ça va. La dernière fois, je suis parti avec mon pote Mathieu et on est parti 3 jours et 2 nuits. Et ça s'est vite transformé en galère parce qu'on passait quand même pas mal d'eau et de devoir la faire bouillir à chaque fois, ça prend vite du temps. C'est pas galère, mais ça prend du temps. Donc j'ai investi là-dedans. C'est une petite pompe qu'on laisse, voilà.
on laisse traîner ça dans la rivière et on pompe pour que de ce côté-là, ça remplisse la gourde et les filtres sont tous dedans et ça nous donne de l'eau potable. On remplit ma gourde militaire, je la remplis en moins de 30 secondes. C'est super pratique, super intéressant et ça vaut pas très cher, je crois une trentaine d'euros. Donc voilà, faut pas vous gêner, ça règle le souci de l'eau. En tout cas, le second module secondaire, ce n'est pas à mon sens du matériel primordial, mais c'est quand même bien pratique, c'est tout ce qui concerne la technologie. J'emmène donc sur mes treks mon portable qui me permet, comme il est relativement récent, il me permet de faire quand même de belles vidéos. J'embarque également une frontale, absolument indispensable la nuit. Moi j'ai pris la batterie. Je trouvais intéressant le fait de pouvoir la recharger sur place, contrairement aux piles. Si on ne pense pas à les vérifier avant et qu'on tombe en panne de pile dans les bois, eh ben, on est en galère. Moi, l'avantage d'une batterie, c'est un peu plus lourd, mais au moins je peux la recharger si je tombe à court d'électricité. Voilà. J'utilise pour recharger des petits panneaux solaires qui me vont très bien. Je ne les ai pas payés très cher. Ils sont très efficaces, je peux même les fixer au sac à dos et ça recharge pendant que je marche. C'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment indispensable. Bien sûr, il faut qu'il y ait du soleil, mais ça garantit une source d'énergie supplémentaire. Je peux brancher mon portable, je peux brancher ma frontale et mes batteries de secours. Du coup, voilà, ça me permet d'avoir de l'électricité en plus. En batterie externe, je me suis fait plaisir. Parce que les 2 dernières vidéos que je vous ai faites, je me suis rendu compte que ma vieille batterie externe et mon téléphone ne tenaient pas. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient tenir un bivouac de 24 heures. Donc là, j'ai investi dans 2 batteries de 26 000 mAh, voilà, que je peux recharger soit à la maison sur secteur, soit avec mes panneaux solaires. Et chacune me permet à peu près de recharger mon téléphone 4 fois. Donc il y a quand même une grosse capacité sur ces batteries. Elles sont un peu lourdes. Mais voilà, je suis avec ça à peu près sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour faire les vidéos comme je l'entends, notamment puisque j'ai pas pu le faire la dernière fois, filmer le montage du bivouac. Et ça, j'ai pas pu parce que ma batterie externe, ma vieille batterie avait lâché et que mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc le week-end prochain, si je repars, je devrais les utiliser et je vous ferai un petit retour pour savoir si ça suffit. Et enfin, un boîtier que je mets dans la technologie, mais qui est à la fois la sécurité. Je viens de le recevoir parce qu'en fait, sur ma dernière petite randonnée, je me suis retrouvé, donc j'étais vers la cascade, et je me suis retrouvé dans une vallée et sans réseau téléphone à partir de 18 h jusqu'à peu près 9 h 30 le lendemain matin. Donc mes proches se sont inquiétés. Et pour pallier à ça, j'ai investi dans ce petit boîtier qui marche par les satellites, pardon, qui n'utilisent pas le réseau téléphone, le réseau GSM. Il utilise les satellites. Il est dans le monde, on est couvert à peu près 90% de la planète sont couverts par les satellites. Il n'y a que les pôles, les 2 pôles qui ne sont pas alimentés par les satellites. Donc il passe à peu près de partout. J'ai fait des essais, il est vraiment très précis. Il est livré, donc il n'est pas donné, il est autour de 200 €, mais il est livré avec une application qui vous repère au mètre près. Sincèrement, vraiment, sur Google Maps, on est au mètre près. J'ai fait des essais, c'est vraiment impressionnant. Et il vous permet soit d'envoyer des messages rassurants à vos proches en vous disant que tout va bien, soit en émettant votre parcours de manière à ce que vos proches sur l'application puissent vous suivre pas à pas, ou alors carrément le SOS, la demande d'aide. Donc soit une demande d'aide parce que ce n'est pas une demande d'aide vitale, vous faites une demande d'aide à vos proches et ils viennent vous chercher, soit vraiment c'est vital et dans ces cas-là vous faites un SOS et là c'est le déclenchement des secours pour venir vous récupérer. Il y a un petit abonnement de 11 €, donc ça vaut à peu près 200 €. Il y a un petit abonnement de 11 €, mais ce que j'ai beaucoup apprécié avec cet ustensile qu'on peut mettre au bras, hein, tout simplement, hein, des petites choses sympas, comme par exemple lorsqu'on on s'enregistre sur Internet avec le numéro de série de l'appareil, on peut mettre pas mal d'informations, comme par exemple l'âge, le poids, la taille, et puis moi j'ai eu des petits problèmes de santé il y a 2 ans, donc ça je peux le signaler, je l'ai signalé en m'inscrivant, et du coup les sauveteurs, quand ils viendront, si jamais un jour ils ont besoin de venir me chercher, ils auront toutes les informations nécessaires pour pouvoir traiter mon urgence au plus vite. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, 11 €, une dizaine d'euros, je crois 11 € exactement par mois l'abonnement, pour 200 SMS par mois. Donc voilà, c'est pas mal, ça peut rassurer, 200 SMS, vous avez de quoi rassurer vos proches. Et puis voilà, ça vous permet de rester
un petit peu connecté, et au cas où, peut-être qu'un jour ça me servira. Voilà le dernier achat. Suite à la dernière mésaventure entre guillemets, mais le fait que j'ai plus de réseau, les proches se sont vraiment inquiétés. Et du coup, voilà, ça sera rassurant pour tout le monde. Voilà les amis, en ce qui concerne le matériel de base que j'emmène lorsque je fais mes treks, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bien entendu en fonction de la saison, en fonction de la durée, en fonction de plein de choses, tout ça est modulable. Moi, c'est le matériel que j'utilise de base. Je suis à peu près à 11 kg sans l'eau et sans la nourriture. Donc si on rajoute ma poche à eau qui fait 2 litres, on va dire 2 kg de plus, et la nourriture 1 kg de plus, je suis à 13 kg. C'est pas mal, mais j'aimerais bien passer la barre des 10 kg. C'est-à-dire que je dois investir dans du matériel encore plus léger, tout aussi fiable et encore plus léger, mais c'est un vrai coût. Ça ne sera pas pour tout de suite, parce que plus on cherche du matériel léger, et plus ça coûte cher. Voilà. N'oubliez pas, la nature, c'est pas anodin. Il faut la respecter si on veut qu'elle nous accepte et qu'elle nous respecte. Donc ne laissez pas vos détritus. Nettoyez, respectez les animaux, respectez la végétation. Lorsque vous fabriquez des bivouacs, utilisez toujours des arbres morts. N'oubliez pas la trousse de secours et la couverture de survie. N'oubliez pas la règle des 5 C. Et puis on abordera ensemble la prochaine fois la règle des 3, qui est aussi primordiale lorsqu'on va dans la nature. Et je vous répète, comme disait mon grand-père, la nature n'est pas dangereuse, mais elle est impitoyable. Donc ne prenez jamais vos treks à la légère, soyez toujours préparés. Par exemple, une petite chose que beaucoup de gens ne pensent pas, moi je fournis toujours une copie de mon parcours à mes proches, de manière à ce qu'ils soient capables de me retrouver si jamais quelque chose devait m'arriver. Voilà. Je vous dis à bientôt. La prochaine fois, ça sera certainement pour un petit trek le week-end prochain. Je suis en train d'organiser ça avec 2 collègues à moi. Donc, normalement, on se revoit assez rapidement pour un petit trek. Salut tout le monde. Ciao.